vous tous qui êtes avec nous ce soir au Bernardin ou qui nous rejoignez sur KTO. Bienvenue au Collège des Bernardins pour cette 6e séance de l'Observatoire de la modernité. Nous poursuivons ce soir notre exploration de la société liquide à l'aide des outils d'analyse qui nous ont été légués par le sociologue Zygmunt Bauman. Alors cette société liquide est désormais une notion qu'on ne présente plus, qui nous est bien familière. Il s'agit de cette société fluide dans laquelle la mobilité est reine et où la fixité, l'assujettissement aux contraintes de l'espace sont au contraire l'apanage des perdants. Alors Zygmunt Bauman, pour étudier ce rapport à l'espace dans la société liquide, distingue deux catégories de modernes. D'une part, les locaux, caractérisés par l'enracinement, par l'ancrage local, par la fixité, qui sont pour ainsi dire assignés à résidence. Et d'un autre côté, les mondiaux, que leur mode de vie ou leur activité professionnelle préservent de cet enracinement et rend aptes au contraire à participer au mobilisme universel. Alors s'il est un lieu qui cristallise aujourd'hui au plus haut degré toutes ces caractéristiques de la société liquide et leurs contradictions, sans doute s'agit-il de la ville moderne, alors même que le fait urbain est aujourd'hui majoritaire depuis déjà quelques années à l'échelle mondiale, et alors même que le processus d'urbanisation est loin d'être achevé. Alors, dans ce contexte, Bauman note plusieurs phénomènes liés justement aux formes que prend la ville moderne. Il évoque la disparition, par exemple, des agoras, comme ces espaces où s'élaborent les normes de la communauté. Il évoque plus généralement le recul de l'espace public entre des poches d'espace privés qui ne communiquent guère entre elles, en tout cas d'après les constats de Bauman. Il évoque aussi, autre exemple, une architecture de la peur qui se traduit par l'émergence d'enclaves résidentielles fermées qui seraient conçues comme des antidotes à un sentiment d'insécurité dévorant. La ville liquide serait ainsi à la fois le lieu de l'ultramobilité et d'un extrême cloisonnement. Alors une fois posés ces constats, on peut quand même poser plusieurs questions. En tout cas, c'est les questions que nous allons poser ce soir avec nos deux intervenants auxquels nous allons essayer de répondre. Si l'on se situe dans le sillage de Bauman, est-on malgré tout condamné à l'anonymat des grandes métropoles ? Cet anonymat n'est-il d'ailleurs qu'une chose négative ? La ville moderne ne peut-elle vraiment pas être autre chose qu'une simple agglomération, comme une somme d'individualités ? Ne peut-elle pas aspirer à un lien plus fort qu'une simple promiscuité ? L'espace urbain, en d'autres termes, est-il conçu pour rassembler ? C'est la question qui nous réunit ce soir. Alors, pour aborder cette ville moderne, nous avons la joie d'accueillir précisément deux bâtisseurs. Gwenaëlle Daboville, urbaniste, fondatrice de l'agence Ville Ouverte, et Jean-Marie Dutilleul, architecte et urbaniste, directeur depuis 7 ans de l'agence Dutilleul. Alors, j'ai la joie de les accueillir ce soir et de leur donner la parole donc, pour nous présenter leurs réflexions sur l'espace urbain. Bonsoir. Alors, l'espace urbain est-il conçu pour rassembler ? C'est une question qui est difficile à aborder parce qu'elle paraît presque tautologique. Quand on est urbaniste ou architecte, on a évidemment comme ambition de construire des lieux qui rassemblent et on est confronté de toute façon à une réalité qui met ensemble énormément de personnes et qui les fait interagir. C'est vraiment l'essence de la ville. Je voulais démarrer avec une citation d'un architecte italien, Carlo Ratti, qui nous dit « L'essence de la ville, c'est le partage. Chaque fois qu'on fait de l'urbanisme, on doit se demander si on renforce cette fonction première des villes. C'est très important parce que parfois, en agissant sur les villes, nous finissons par séparer les individus. La ville du futur doit revenir à cette force primordiale. La cité est comme un aimant et il faut s'assurer qu'ensemble, nous sommes davantage que la somme des individus. » Donc, en effet, se rassembler, c'est le point de visée de toute action d'urbanisme. Et on est confronté aujourd'hui dans notre milieu professionnel à cette question de la fragmentation,
sociale, de la dissolution des liens, tels qu'on les a connus en tout cas, en apparence, à la question d'une très grande, en effet, fluidité, comme l'énonce Bauman. Et je voulais reformuler la question qui est proposée ce soir avec les mots de Marcel Gauchet, qui intervenait il y a quelques semaines dans cette assemblée, en demandant qu'est-ce qui fait lien dans l'ordre social. Il s'interrogeait sur la nature des liens que nous valorisions aujourd'hui dans la société et terminait en demandant quelle identification d'un commun supérieur aux êtres puisse les réunir. Pour nous, évidemment, l'espace est un commun supérieur à nous tous, c'est un commun qui nous réunit, et la dimension spatiale de notre existence, qui est la dimension sur laquelle on travaille lorsqu'on est urbaniste et architecte, vient interroger ce constat de fluidité, mais vient aussi lui opposer des résistances, et c'est heureux. Donc, je voudrais d'abord commencer pour qu'on se remette tous ensemble face à cette actualité extraordinaire qui est la ville pour nous, parce que même si elle existe depuis plus de 10 000 ans, qu'elle est une référence intemporelle, qu'elle correspond pour nous à des images extrêmement précises, l'urbanisation et le fait urbain, c'est un phénomène extrêmement récent dans son ampleur et dans ce que ça apporte comme bouleversement anthropologique, à la fois à l'échelle de l'individu et à l'échelle sociale, bien sûr. En 1800, on était 3% de la population mondiale à vivre en ville. En 1950, 30% d'entre nous vivaient en ville. En 2008, on a basculé et la moitié de la population mondiale était devenue urbaine, ce qui représentait 6,7 milliards de personnes qui vivaient dans des villes qui étaient de moins en moins conformes aux images d'Épinal qu'on en a, c'est-à-dire qu'on ne sait plus dessiner leurs contours. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour la lecture des espaces urbains qu'on connaît aujourd'hui. En 2050, on sera 9,2 milliards d'individus, pense-t-on, et 60% vivront en ville. À l'échelle française, on pense qu'on sera 90% à vivre en ville en 2050, contre 80% aujourd'hui, 80% en Europe. Donc, le phénomène urbain, c'est un phénomène majoritaire, c'est un phénomène structurant qui transforme vraiment nos modes de vie. Et avec ce rassemblement des êtres humains en ville, il y a d'autres transformations majeures que je voudrais évoquer à une plus petite échelle, qui constituent eux aussi un bouleversement civilisationnel. Aujourd'hui, chaque Français dispose pour vivre de 40 mètres carrés à lui, on estime, contre 23 mètres carrés en 1970. On a quasiment doublé en fait, l'espace avec lequel on vit au quotidien. En 68, 48% des logements n'avaient pas de toilette et la moitié pas de salle de bain. Et aujourd'hui, 84% des ménages possèdent une voiture. Je donne ces chiffres pour qu'on prenne ensemble la mesure du bouleversement que ça représente, nos façons de vivre ensemble, mais aussi nos façons simplement de tenir notre corps dans l'espace ont été considérablement bouleversées. Et c'est une expérience sensible quotidienne qu'on fait tous, mais qui est une expérience qui est extrêmement radicale dans sa transformation et très récente à l'échelle de nos civilisations. Donc notre rapport à notre propre corps est évidemment transformé par ça. Donc on est dans un contexte de très grand mouvement. Le métier d'urbaniste, il est très récent, il est apparu avec ces transformations-là. Et nous, les urbanistes, on est des professionnels balbutiants. On peut s'enorgueillir d'un certain nombre de grandes erreurs qu'on passe beaucoup de temps à analyser pour essayer de ne pas les reproduire. Mais on tâtonne encore dans notre manière de comprendre le rapport de nos corps à l'espace et la façon dont on peut aménager l'espace pour être soi et pour être ensemble. Donc, grande transformation. Et en même temps, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'espace résiste. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas fluide, c'est l'espace. Et quand on travaille en urbanisme, on s'en rend compte quotidiennement parce qu'on est tout le temps affronté à quelque chose de dur, quelque chose de plus fort que nous et quelque chose qui jamais ne se transforme de la manière qu'on espérait ou qu'on souhaitait. Comme on est ici à Paris, je voudrais parler des structures urbaines qui sont extrêmement persistantes, extrêmement durables. La rue de Vaugirard, par exemple, est commerçante depuis des centaines d'années et elle garde cette vocation, cette importance. On lit les tracés multiséculaires dans le tissu urbain parisien comme dans de très très nombreuses villes. Et notre façon de travailler avec cette structure-là reste déterminante. On sent qu'on ne peut pas
tirer en fait une configuration spatiale dans quelque chose d'extrêmement différent quand elle a accumulé des siècles d'usage, des siècles de tradition et même de représentation mentale. Il y a en effet des images qui collent aux villes. Les lieux qu'on essaye de transformer, parfois, sont perçus, représentés, ont un imaginaire qui dure et qui reste attaché et parfois douloureusement à ces villes-là. J'ai travaillé longtemps à Clichy-sous-Bois. C'est une ville qui se transforme de manière extraordinaire. C'est une ville qui peut faire preuve d'une convivialité exceptionnelle, dans laquelle il y a des parcours de réussite qui sont nombreux, qui sont documentés, qui sont connus. Et pourtant, Clichy-sous-Bois, c'est cette ville dans laquelle on ne veut pas aller. C'est cette ville repoussoire. C'est cette ville qu'on a honte de dire qu'on habite. Et ça, c'est des choses qui sont évidemment extrêmement douloureuses et compliquées à vivre et compliquées à faire bouger quand on est aux manœuvres de ces transformations-là. Quand on travaille en rénovation urbaine et qu'on fait de la démolition et de la reconstruction, on voit à quel point il est douloureux, difficile de transformer des espaces et d'inviter des personnes à changer de lieu, à changer de configuration et à changer les imaginaires et les sociabilités qui vont avec. On se rend compte que, bien qu'on parle de fluidité, c'est toujours le terme de Bauman, et on dit que les gagnants sont ceux qui bougent sans cesse, et pourtant les gagnants de nos agglomérations métropolitaines, ceux qui habiteraient par exemple le 9e arrondissement de Paris, sont des gens qui n'habiteraient jamais le 10e arrondissement de Paris. C'est impossible pour eux. Ce sont des gens qui prennent l'avion, ce sont des gens qui parlent peut-être 3 langues, et pour autant, il reste un attachement à un quartier, à un petit quartier, qui est déterminant pour leur rapport au monde, pour leur rapport à l'espace, pour leur propre identité. Donc, on peut parler de pratiques liquides avec Zygmunt Bauman, on peut parler de transformation de nos modes de vie, de la fluidité, du mouvement dans ces modes de vie, c'est vrai, mais notre rapport à l'espace, ne serait-ce qu'en termes symboliques et ne serait-ce qu'en termes d'appartenance, n'est pas si liquide que ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a même au contraire un mouvement de revalorisation de cette échelle locale et de ses attachements au territoire. Cet espace qui résiste, c'est un espace qui nous rappelle sans cesse qu'on a une histoire commune et qu'on a un destin commun, qu'on vit plus ou moins avec bonheur. Alors on a quand même, du point de vue de l'urbanisme, des constats qui rejoignent tout à fait ceux de Bauman qui analysent cette vie liquide. Et je voudrais en citer quelques-uns pour dire comment une sphère professionnelle travaille cette notion-là et se positionne par rapport à elle. On constate tous que les modes de vie sont devenus liquides et on a donc du mal à construire pour des objets qui paraissaient aussi évidents que travailler, se divertir, se loger. Aujourd'hui, quand vous allez voir une exposition sur les nouveaux projets de construction, on a une extraordinaire instabilité des programmes. Les programmes, c'est les contenus qu'héberge le bâti. On ne sait plus dire si un bâtiment sert à travailler, à se divertir ou même à se loger. C'est parfois un peu tout ça à la fois, parce qu'on imagine qu'en fait maintenant ces choses se font dans les mêmes espaces et que surtout la transformation est de mise, qu'il faut absolument la permettre. Donc on ne sait plus dire si un lieu est un bâtiment de logement ou un bâtiment de bureau. On parle d'hybridité des programmes, on parle de co-living, les bureaux s'inventent de plus en plus sans place fixe parce qu'on imagine que chaque matin il est bon de pouvoir changer de voisin ou de manière de travailler, de manière même de tenir son corps dans un espace pour pouvoir effectuer ce travail-là. Ce qui est valorisé, c'est le choix, et c'est tout le temps la possibilité d'une transformation. Et on demande ça au bâti maintenant, de pouvoir se transformer de décennie en décennie, c'est-à-dire très très rapidement. On constate aussi l'émergence d'un urbanisme qu'on appelle temporaire, on parle d'urbanisme temporaire, qui travaille dans les interstices de la ville, les lieux qui n'ont pas encore été transformés, des anciennes friches industrielles très souvent, mais aussi dans les interstices temporels de nos projets urbains, en attendant qu'émerge un projet, il est acté, il est connu, en attendant, on peut y vivre des choses. Un exemple proche d'ici serait l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. On se dit que le temps pendant lequel le projet s'affine est un temps pendant lequel on peut vivre des choses qui seront temporaires. On profite de cette parenthèse dans la vie d'un projet pour venir tester des nouveaux usages, tester des nouvelles expériences, voir quelle communauté humaine se crée aussi autour de ces lieux, parce qu'on a conscience que le temps de l'urbanisme est presque toujours obsolète, puisqu'on ne peut jamais agir aussi vite que la transformation qui est en cours. Donc ça montre une adaptation des manières de raisonner à ce mouvement extrêmement rapide et à cette liquidité qu'on cherche à définir ici.
Évidemment, la fluidité, c'est une question de mobilité. La mobilité, c'est un domaine qui est en très très grande révolution aujourd'hui. On est arrivé à la fin d'un système qui est un système automobile qui fonctionne mal ou plus aussi bien qu'on le souhaiterait. Et on se rend compte que finalement, chaque usager est un automobiliste, est un utilisateur des transports en commun, est parfois un cycliste, et il est avant tout un piéton. Et sa capacité à être un piéton, c'est sa capacité à être tour à tour cet automobiliste, ce cycliste, etc. Et donc, on essaye de travailler l'offre de transport en commun, non plus dans des secteurs, non plus dans des silos, mais pour favoriser cette fluidité qui est le gage de l'efficacité. Et enfin, on voit au contraire qu'on a des formes qui sont figées, donc l'héritage de ce tout automobile qu'on a pensé et construit, mais aussi cette fièvre pavillonnaire que certains décrivent, qui s'est emparée de la France à partir des années 70. Ce sont des formes qui sont des formes individuelles de mobilité, d'habitat, qui aujourd'hui ont peut-être atteint un point en tout cas de remise en cause, parce qu'on voit que pousser jusqu'au bout des logiques individuelles nous mène parfois à l'impasse. Ça se fait à des coûts sociaux et économiques qu'on a du mal encore à chiffrer très précisément, et qu'on a du mal aussi à faire évoluer. C'est des formes qui sont dures et au sens de fixe, et qu'on sent qu'on doit aujourd'hui convertir pour retrouver le commun supérieur qui remet de l'efficacité et puis qui remet qui nous ramène à une visée commune. Voilà. Donc là, on est sur une question qui se pose à nous aujourd'hui, et je pense que ces derniers mois l'ont montré beaucoup. Le revers de la fluidité, peut-être, pour terminer sur ces constats qu'on fait ensemble dans notre sphère professionnelle, c'est le constat de la solitude. On est dans une société qui est très inégalitaire, de plus en plus inégalitaire surtout, mais une grande question qui se pose à nous, c'est la question de la solitude. C'est une question qui est renseignée par de très nombreux sociologues. Un d'entre eux est Serge Pogam, que je voudrais citer ici parce qu'il travaille beaucoup, y compris avec le monde associatif, pour redéfinir les formes de solidarité qu'on a à mettre en place. Et cette grande fragilité qui est la solitude parce que les liens se sont distendus, elle nous interroge sur notre manière de nous organiser et sur notre manière de collaborer ensemble dans l'espace. Le chômage est une des questions qui apparaît très fortement dans ces études sur la solitude. C'est dans ces périodes de fragilité professionnelle, l'univers professionnel étant un des mondes qui change le plus rapidement au regard justement de cette liquidité. Le chômage, c'est un moment où la solitude apparaît de manière extrêmement forte, très problématique. Et on ne sait plus comment reconstruire les liens autour de ces moments-là. C'est d'autant plus difficile qu'on vit dans une société qui survalorise le lien social, et qu'on est gagnant d'autant plus qu'on est laïqué souvent, observé beaucoup, et qu'on peut se prévaloir d'avoir des relations nombreuses et extrêmement diverses. Donc c'est une des questions qu'on nous pose à nous, urbanistes. Alors quels pourraient être les leviers qu'on pourrait mettre en œuvre pour créer du lien en ville, pour répondre notamment à cette question-là? On a une façon de le penser depuis une trentaine d'années qui s'est beaucoup appuyée au départ sur la notion de mixité. On s'est beaucoup dit que si la ville était un lieu qui allait nous mettre ensemble, il fallait qu'on en partage les espaces, et pour cela qu'on habite ensemble, riches et pauvres, habitants de toujours, habitants récents, dans les mêmes lieux, partager les mêmes quartiers, partager les mêmes espaces publics, partager les mêmes écoles. Et donc, on a essayé de créer les conditions dans la fabrique urbaine de cette mixité. C'est l'événement de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui a été voté dans les années 2000 et qui impose un pourcentage de logement social dans les constructions qui ont une certaine dimension, qui l'impose à toutes les villes qui ont un certain nombre d'habitants. Cette loi, elle est renforcée, elle continue de l'être, elle est appliquée de manière de plus en plus stricte, mais on se heurte dans le même temps aux insuffisances de cette vision qui reste une vision numérique, une vision statistique de cette injonction à être ensemble. On sait aussi maintenant que les plus pauvres ne sont pas dans le logement social et qu'on ne répond pas donc à la question de la grande pauvreté et à la question de l'exclusion
en travaillant le logement social. Aujourd'hui, on a des notions nouvelles qui émergent et qu'on travaille collectivement, la notion d'hospitalité, la notion d'inclusion, qui sont maintenant de plus en plus sollicitées pour dire les défis qui sont auxquels on fait face quand on travaille la ville. Et on cherche donc à faire évoluer les programmes que sont le logement, que sont les équipements publics, que sont les écoles, pour que ces programmes-là soient des programmes hospitaliers ou inclusifs. Voilà, c'est le vocabulaire qui est le nôtre. On a un exemple extraordinaire avec le travail d'Habitat et Humanisme, qui a été fondé dans les années 80 par le père Devers à Lyon, qui fait preuve d'une extraordinaire agilité pour penser des programmes variés qui mettent ensemble des catégories de population qui ne se rencontreraient pas autrement. Je vais citer l'exemple de la transformation de la prison Saint-Paul à Lyon, qui est devenue un centre universitaire, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Et donc, il y a eu un programme de résidence étudiante à des prix modérés, parce qu'on est dans le centre de Lyon, donc c'est cher. La question de comment est-ce qu'un étudiant se loge proche de son université, c'est évidemment une question sociale importante. Les étudiants, c'est une population qui est précarisée pour une part importante. Et donc, habiter loin, faire beaucoup de transport, devoir travailler, c'est des contraintes qui pèsent en fait sur la réussite. Donc, on cherche à loger des étudiants à des prix maîtrisés à proximité de l'université. Habitat Humanisme propose de construire une résidence étudiante, mais d'adjoindre aux 140 et quelques logements qui y sont, une vingtaine de chambres qui sont réservées pour des personnes en grande précarité qui sortent de l'hôpital et qui ne peuvent pas vivre leur convalescence chez elles parce que, justement, les liens sociaux sont trop faibles, parce qu'elles n'ont pas de famille, parce que l'autonomie est encore trop difficile pour elles. Elles ne peuvent pas être à l'hôpital, mais elles ne peuvent pas encore rentrer dans un lieu qui les accueillera. Elles intègrent donc la résidence Emmanuel Mounier sans condition de durée, où les étudiants sont logés pour un prix réduit, en échange de quoi ils ont à entretenir un lien avec les personnes qui sont logées en sortie d'hospitalisation. Voilà, ça c'est un exemple des programmes qu'on cherche à construire dans la sphère du logement pour créer ce qu'on appelle de l'inclusion, une notion qui vient peut-être approfondir, conforter, préciser cette notion d'origine de mixité. Le travail, on le fait aussi dans le domaine de la mobilité pour étudier comment la configuration des transports en commun, comment le partage entre les espaces de voirie et les espaces piétons ont une influence sur les sociabilités qui vont se créer dans les quartiers. On a de plus en plus d'études qui sont précises et qui nous renseignent là-dessus. Le champ des équipements publics de l'école, c'est aussi des programmes qu'on cherche à modifier beaucoup pour travailler le seuil, ce seuil difficile, symbolique, qu'on a du mal à franchir quand on ne se sent pas inclus, quand on ne se sent pas accepté ou faisant partie d'une communauté. Je pense au programme de la Bibliothèque publique d'information à Beaubourg, qui est un programme discret, qu'on ne voit pas forcément très bien. C'est la première bibliothèque qui casse les codes extrêmement figés de la lecture publique. On peut faire du bruit à la Bibliothèque publique d'information, on peut manger, on peut regarder la télévision, qui était un média très peu noble à l'époque où elle a été ouverte. Et c'est un lieu ressource extraordinaire pour les personnes sans domicile fixe du quartier. C'est un lieu dans lequel les étudiants qui vivent en grande banlieue viennent trouver un lieu pour réviser leur bac, dans lequel on peut venir lire la presse, et aussi où on trouve des personnes en situation de précarité qui ne sont pas forcément repérées comme telles, mais qui trouvent un endroit où vivre avec d'autres. Voilà, c'est des références importantes pour nous. La question de l'espace public, mais Jean-Marie Dutilleul en parlera aussi, qui est un lieu qu'on travaille énormément, puisque c'est cet espace qui est à tout le monde, dans lequel je ne dois pas me sentir plus légitime à être que l'autre. Donc là-dessus, il y a aussi des configurations spatiales qui permettent ça, et qu'on essaie de renseigner de plus en plus précisément. Un des sujets que moi je travaille beaucoup avec mon agence, c'est le sujet des méthodes de fabrication de la ville, et notamment de la participation, de la concertation avec les habitants. Comment est-ce que l'occasion d'un projet urbain est un moment qui permet de se rassembler, de donner son avis, de ne pas être d'accord, de débattre, et donc de se frotter les uns aux autres pour réussir à dire quel est notre destin commun, dire ce qu'on souhaite pour l'avenir, se regarder automobiliste invétéré et piéton de toujours, et se demander comment on va faire pour trouver une manière d'avancer dans une transformation.
où on se rend compte aussi de la diversité des personnes que nous sommes à devoir habiter le même lieu. Donc nous, c'est un sujet qu'on travaille énormément, qui existe depuis très longtemps. Il y a des traditions de participation qui sont très fortes et auxquelles on peut se référer. Et il y a aussi aujourd'hui une génération de professionnels, d'architectes et d'urbanistes, pour qui c'est une éthique et un engagement que de travailler dans des modes extrêmement participatifs, avec peut-être une plus faible maîtrise du résultat final, un éloignement par rapport au dessin qui était l'apanage et peut-être aussi le pouvoir de l'architecte, pour privilégier le débat qui va se construire autour d'une solution proposée. Voilà. Ça, c'est peut-être des balises pour vous expliquer comment on le pense dans des champs qui sont très différents. Moi, j'ai été, comme de très nombreux urbanistes, croyants ou non, extrêmement marqués par l'encyclique du pape Laudato Si, qui a résonné pour nous comme un encouragement à travailler justement cette question des processus de fabrication. Dans le paragraphe 150 de cette encyclique, le pape écrit « Étant donné la corrélation entre l'espace et la conduite humaine, ceux qui conçoivent des édifices, des quartiers, des espaces publics et des villes ont besoin de l'apport de diverses disciplines. La recherche de la beauté de la conception ne suffit pas, parce qu'il est plus précieux encore de servir un autre type de beauté, la qualité de vie des personnes, leur adaptation à l'environnement, la rencontre et l'aide mutuelle. Voilà aussi pourquoi il est si important que les perspectives des citoyens complètent toujours l'analyse de la planification urbaine. » Donc ça a été un encouragement pour nous. Un autre point intéressant dans les propos du pape sur les enjeux de la ville et la manière qu'on peut avoir de les confronter, c'était son propos sur le temps. Le pape François a pour habitude de dire régulièrement que le temps est supérieur à l'espace. Ça chatouille un peu quand on est urbaniste, mais on voit bien comment, avec l'urbanisme temporaire et aussi avec le travail sur les événements dans la ville, on peut aussi travailler des moments où on se rassemble et on prend conscience de l'ensemble que nous formons, communauté de dissemblables que nous sommes, pourtant appelés à vivre un moment commun. Alors il y a des choses très simples, il y a des dimanches sans voiture, il y a des marchés nocturnes, il y a des fêtes qui sont des traditions extrêmement anciennes. Moi je pense aux fêtes des villes du nord de la France. Moi j'ai grandi au Havre où la Royale de Luxe venait avec des géants et c'était la fête pendant une semaine entière. Et là on a la sensation de faire corps et ces moments nous marquent même s'ils sont inscrits dans le temps beaucoup plus que dans l'espace. On l'a vu aussi à Paris avec les attentats de 2015. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Baumann pour dire que les agoras ont disparu. D'abord, ça me vexe parce que j'ai travaillé sur la place de la République à Paris et je pense que c'est une agora extraordinaire. Et le soir des attentats, on était des centaines à se réunir sur cette place pour être chacun seul, dans un recueillement très profond, mais en même temps pour être ensemble et se dire les uns aux autres qu'on faisait front ensemble, qu'on avait besoin d'être tristes ensemble, qu'on avait besoin de s'assurer qu'on était toujours ensemble face à cette épreuve tragique. Donc je pense que ces agoras continuent d'exister et de jouer des rôles qui sont déterminants. On le voit dans toutes les cérémonies qui existent, qu'elles soient religieuses ou civiles ou sportives. C'est des moments où on se rassemble et qui marquent très profondément et les consciences et l'espace lui-même. Voilà, alors pour conclure, je voudrais vraiment revenir sur cette encyclique Laudato Si, qui a eu vraiment un retentissement majeur pour nous, et citer cette méditation, cette louange en fait, du pape François, qui, un peu comme les fraternités monastiques de Jérusalem, a choisi de contempler la ville pour y voir un lieu où Dieu agit. Le pape dit « Comme elles sont belles, les villes qui dépassent la méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration un nouveau facteur de développement. Comme elles sont belles, les villes qui, même dans leur architecture, sont remplies d'espaces qui regroupent, qui mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l'autre. » Ce paragraphe 152, il est vraiment important parce qu'il dit en fait la vocation de l'espace urbain. La ville, c'est un lieu où notre regard sur l'autre doit être transformé. Ça n'est pas un rassemblement de semblables. C'est un lieu qui intègre la différence. C'est pour ça qu'on a raison de s'inquiéter quand on voit des enclaves résidentielles fermées.
bien que ce soit aujourd'hui un fait urbain extrêmement minoritaire. On a raison de s'inquiéter dès lors que le motif du rassemblement est de retrouver des semblables. Parce qu'alors on s'éloigne de ce que la ville a à nous proposer, qui est la reconnaissance de l'autre. La ville, dit le pape, quand elle intègre l'autre, alors elle connaît un développement. Alors ça, c'est intéressant vraiment, hein, d'autant plus qu'on vit à l'époque métropolitaine dans une concurrence internationale des grandes métropoles, et on a toujours l'impression que c'est parce qu'on a la tour la plus haute qu'on pourra tirer son épingle du jeu, parfois. Et là, on nous dit que si cette ville est capable d'intégrer la différence, alors qu'elle pourra connaître son développement. Le fruit d'une ville qui sait faire cela, c'est la reconnaissance de l'autre. Le pape invite chacun à vivre la ville tout entière, dit-il, comme un espace vraiment partagé avec les autres, de telle sorte que, dit-il, les autres cessent d'être des étrangers et puissent se sentir comme faisant partie d'un nous que nous construisons ensemble. Pourquoi c'est important ? Parce que pour le pape, la ville est une expérience de salut communautaire. C'est les mots qu'il emploie dans le paragraphe 149. J'étais intéressée d'entendre aussi il y a quelques semaines à l'Observatoire de la modernité, le père Augustin Bourg dire « La force interne de cohésion des sociétés, c'est la charité ». Il décrivait ce double mouvement de se reconnaître soi-même sujet de droit et être capable de se donner à l'autre gratuitement en vue du bien de tous. Et pour lui, c'était ça le mouvement de personnalisation qu'on était appelé à vivre. Et comment peut-on accomplir ce double mouvement sans reconnaissance de l'autre différent, sans le voir et sans reconnaître que notre destinée est commune sur cette terre, tout d'abord, puisque nous avons un espace et un temps à partager et à vivre ensemble. Et évidemment, notre destinée commune eschatologique, lorsqu'on est croyant, qui est, pour nous urbanistes, bien sûr, la référence de la Jérusalem céleste. Donc, pour nous, œuvrer pour que la ville soit un lieu de reconnaissance de l'autre, c'est mon travail professionnel au quotidien, mais c'est aussi mon espérance, puisque la ville, c'est ce lieu où nous avons à être ensemble pour faire l'expérience du salut. Moi, je suis vraiment très frappée par les passages bibliques qui expriment cette espérance-là, notamment l'extraordinaire chapitre 60 du livre d'Isaïe, qui dit « Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi. Tes portes seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit, on ne les fermera. » Donc on prend, nous urbanistes, à notre charge la responsabilité de cette visée extrêmement sérieuse que représente la vocation de la ville à rassembler. Mais on voit bien que ça ne peut pas être le seul souci des urbanistes, puisque notre action à nous est vaine si cette rencontre, si le déplacement, si la reconnaissance de l'autre n'est pas désirée par les citadins eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je chéris beaucoup les moments comme ce soir où on peut parler de la ville, puisqu'il ne peut pas y avoir de ville et surtout de perception commune de ce qu'on peut en attendre si chaque citoyen n'est pas d'accord sur ce qu'il en espère et sur la manière dont il souhaite lui-même y vivre. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle Daboville, Merci beaucoup pour ces réflexions donc, qui nous rappellent que la ville moderne, dans la société liquide, n'a pas seulement à être l'objet de nos inquiétudes, mais aussi et peut-être surtout le lieu de notre espérance, donc dans un salut commun. Alors nous reviendrons sur quelques points tout à l'heure, mais pour le moment, je laisse la parole à un autre urbaniste, donc Jean-Marie Dutilleul. Rapidement, pour laisser la place à la discussion, je vais peut-être redire des choses, parce qu'on est assez d'accord, mais j'espère qu'il y aura quand même un débat. Juste préparer quelques points de repère. Premièrement, l'espace. Puisque moi aussi, en tant qu'architecte urbaniste, j'ai envie de vous dire d'abord qu'au départ de tout travail sur l'espace de la ville dit public, c'est-à-dire l'espace commun à tous, il y a deux convictions. La première conviction, c'est que la recherche du bonheur absolu de l'humanité, qui est notre objectif commun, est nécessairement une entreprise collective.
et que le bonheur de tous est au bout de la relation entre des sujets intéressés chacun autant par son propre bonheur que par celui des autres. Ce que vient de... Enfin, le pape l'a dit d'ailleurs, donc ça doit être assez vrai. La deuxième, c'est que l'homme et l'espace forment un tout indissociable. C'est pour ça qu'on peut parler de relation, parce que l'espace est l'instrument de la relation. L'homme et l'espace forment un tout indissociable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'incarnation. D'ailleurs, quand on dit l'incarnation dans ce lieu de la théologie que les Bernardins, on pense tout de suite à Dieu qui s'est incarné, n'est-ce pas ? Et qui donc est venu dans l'espace. Et pourquoi il est venu dans l'espace ? Sinon pour restituer en quelque sorte à l'homme la pleine conscience de la valeur de l'espace qu'il a créé pour lui, dès le commencement. Et au bout de ces deux convictions, il y a le fait que l'espace, qui est l'instrument de la relation entre les hommes, est un bien commun. C'est un bien commun. Et la scène de la colère de Jésus face aux marchands du temple, ça éclaire très clairement sa position sur le rôle que doit jouer l'espace dans l'organisation des liens entre les hommes et entre les hommes et Dieu. L'espace est pour la relation et pas pour le trafic. L'espace est donc révélateur du regard qu'on porte sur les autres. Les marchands ne voient dans les pèlerins que des portefeuilles à soulager et non pas des frères. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres choses dans cette scène, mais cette affirmation-là est claire. L'espace, c'est pour la relation et pas pour le trafic. Et la façon dont nous structurons notre espace de vie traduit de façon assez limpide, parfois cruelle, le regard que l'on porte sur les gens, sur les choses. Les murs des villes de Berlin à Bethléem, la ségrégation des places dans les bus aux États-Unis avant Rosa Parks, ou simplement les hypermarchés actuels où le commerce consiste à mettre en relation un sujet désirant et un objet désiré, montrent le regard que nous portons sur les choses et sur les hommes. C'est-à-dire que ce qui structure l'espace, c'est la conception qu'ont les hommes de leur raison de vivre ensemble. L'hypermarché montre que la raison de vivre ensemble, c'est d'aller acheter des yaourts, quoi. Voilà. Et c'est très exactement ce que nous raconte d'ailleurs le début du livre de la Genèse. Puisque le système de relations idéal, celui pour lequel l'humanité est faite, est décrit par un espace idéal dans la Genèse, qui est l'Éden. L'Éden, c'est l'espace de la relation à trois, homme, femme, Dieu. Et c'est dans cet espace-là qu'est introduit le doute dans la pensée humaine. Est-ce que finalement Dieu veut vraiment être en relation avec moi? Est-ce qu'il ne veut pas exercer un rapport de domination au détriment de mon bonheur personnel, en me laissant dans l'ignorance? Et donc, quand la défiance s'installe, la relation est brisée. Et du coup, les hommes sortent de l'espace de la relation. Et ils tombent dans un espace hostile, dont ils n'ont qu'une vision fracturée. Et dans cet espace, ils vont devoir expérimenter leur complémentarité d'hommes et de femmes dans la construction du bonheur qu'ils cherchent. Voilà. Et c'est dans cette quête que nous sommes toujours aujourd'hui. On pourra parler de... Alors cette quête va commencer de curieuse façon dans le récit de la Genèse, puisque Caïn va tuer Abel. Ça commence par un meurtre. Et que fait le premier meurtrier de l'histoire? Il fonde une ville. C'est-à-dire que la première ville de l'histoire est fondée par le premier meurtrier de l'histoire. Ça, c'était l'espace. Deuxième repère, la ville. Pourquoi on vient en ville, aujourd'hui comme hier? On vient en ville parce que c'est un espace d'accumulation d'hommes et de choses, et qu'on espère bien trouver dans cette accumulation ce qu'on cherche. Très prosaïquement, on cherche de la nourriture, du travail, des amis, des soins, des connaissances. Et ce rassemblement est la première condition de la mise en relation, donc de la construction commune du bonheur de chacun. Mais ça peut être aussi un lieu de simple mise en rapport,
comme entre le yaourt et l'acheteur, où chacun ne cherche à construire à partir de ce rassemblement que son propre bonheur sans celui des autres, sans souci de celui des autres. Et donc la ville est le lieu de l'accumulation, mais pour que la densité, pour que les relations soient possibles, il faut qu'on puisse aller à la rencontre de l'autre dans cette accumulation. Il faut donc que l'on puisse circuler. Et donc la ville est à la fois le lieu d'une accumulation très dense et le lieu d'une circulation facile. Et cette double caractéristique essentielle de la ville peut être complètement explosive, et c'est ce qui nous est arrivé au XXe siècle. Puisque pendant des millénaires, on a circulé à pied ou à cheval dans ce qu'on appelait des rues et des places, dans les images d'Épinal de ville dont parlait Guénaël d'Abbeville. Et dans ces rues et ces places, on circulait et en même temps on entrait en relation, pacifique ou belliqueuse d'ailleurs. Et pendant des millénaires, former des villes, ça consistait à constituer des rues autour desquelles s'accumulaient dans un joyeux désordre toutes les activités des hommes. Habitation, commerce, ateliers, écoles, hôpitaux, etc. Et l'espace et le temps étaient reliés par deux coefficients, la vitesse d'un homme à pied et la vitesse d'un cheval. Voilà. Mais à la fin du 19e, on a inventé les transports mécaniques. Et ça a tout changé. En quelques décennies, on a inventé les trains, les voitures automobiles, les tramways, les métros, les autobus, un peu plus tard les avions. Et on est rentré dans une espèce de frénésie d'idéologie de la vitesse. On s'est dit que plus on irait vite à travers le territoire, plus on pourrait cultiver de relations. Donc il fallait aller de plus en plus vite. Et à la place des rues, on a tracé des réseaux spécialisés. On vient d'ailleurs de tracer des réseaux pour les trottinettes, là, récemment. Ça continue. Voilà. Ça continue, finalement. On n'a pas tiré les leçons de ça. Et on a été jusqu'à enfermer les gens dans des tubes souterrains pour les transporter d'un endroit à un autre très vite. Et on a transformé le trajet en transit, ce qui est un très vilain terme médical qui laisse penser qu'on digère les gens dans les tubes, quoi. Bon, enfin. Et donc, on a optimisé, voilà. Et on pensait qu'on allait supprimer le transit, voilà. Et donc, la culture du trajet a d'abord été perdue comme espace-temps, un trajet comme espace-temps de la découverte des choses, des hommes à travers l'espace, comme espace-temps de la relation. Alors, on a retrouvé de temps en temps des espaces de relation comme ça. Je pense au TGV Paris-Grenoble. Vous savez, à Paris et à Grenoble, il y a le CEA. Et donc, tous les chercheurs du CEA vous disent, mais tout ce qu'on a trouvé, en fait, on l'a trouvé parce qu'on s'est rencontrés pendant le trajet, dans le TGV. Donc, ils ont réinventé la rencontre au relais de poste de la diligence dans le TGV. Donc, il y a eu des transformations. Tout n'est pas complètement liquide. Il y a des grumeaux. Bon. Mais cette perte de la culture de trajet est quand même aujourd'hui largement dominante, n'est-ce pas ? Il suffit de se rendre dans le métro ou sur une aire d'autoroute pour se rendre compte de ça. Et la ville contemporaine est devenue, comme le disait Guénaël d'Abbeville, la ville des solitudes anonymes, des êtres juxtaposés qui se croisent sans oser se rencontrer. D'ailleurs, ce qui s'est passé sur les ronds-points il y a quelques mois est quand même très significatif, puisque cette figure spatiale du rond-point s'est généralisée assez brutalement en France à partir des années 80 pour remplacer les carrefours. Le carrefour, c'est le croisement de deux routes, c'est une figure millénaire de la rencontre. On fonde des villes au carrefour, au croisement du cardo et du décumène. Mais on a inventé, à la fin du XXe siècle, le rond-point qui permet aux gens de se croiser sans se rencontrer. C'est extraordinaire, pas obligé de s'arrêter. Et c'est justement sur ces lieux-là que les gens qui voulaient qu'on prenne le temps de les écouter se sont posés, quoi. Ils ont arrêté les ronds-points. Ils les ont retransformés en carrefour. Extraordinaire. C'est une espèce d'instinct, ça. Voilà. Alors, une autre grande conséquence de l'idéologie de la vitesse, ça a été la séparation des activités urbaines disséminées dans des zones spécialisées. Puisqu'on allait pouvoir circuler très vite d'un point à un autre, on s'est dit, on pourra mettre les gens pour habiter
quelque part très bien habité, sans bruit des usines et tout, dans un petit pavillon individuel, dans un jardin. On va faire des zones pour étudier très très bien. Les étudiants ne viendront plus mettre la pagaille à Paris en lançant des pavés. Ils iront dans des zones, voilà, des zones, même on a mis des zones pour vieillir ensemble, tranquille, etc. Et donc, puisqu'on pouvait aller très vite voilà. Et cet éclatement de la ville en zone spécialité a eu d'ailleurs comme conséquence l'éclatement du temps de la vie. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le loisir, il y a un temps pour la culture, il y a un temps pour la vie affective, temps, etc. L'espace coupé en morceaux, le temps coupé en morceaux, l'homme est éclaté et les occasions se font rares de rencontres dans l'espace et dans le temps propices à l'établissement de relations. D'où tout le travail que font les urbanistes aujourd'hui, dont parlait Ganuel Abbeville, sur le remélange des activités. À Amiens, l'université revient dans la ville. Voilà, ailleurs, c'est l'hôpital, etc. Donc, en moins d'un siècle, ce qui faisait le fondement de la ville, qui est la mise en relation par l'espace, a été sapé. Et c'est le fameux épisode de l'Aiguilleur dans Le Petit Prince. Les gens ne sont jamais contents là où ils sont, n'est-ce pas ? C'est une sorte de rêve d'ubiquité quand même. Vous serez comme des dieux, quoi. On sera partout. Alors, troisième point de repère, les nouvelles pratiques de la ville. Parce que il y a depuis une dizaine d'années une invention qui va d'ailleurs dans le sens de l'ubiquité. C'est l'invention de connexion universelle portable. Ça permet d'être ici et en même temps relié par l'ouïe ou par l'œil à ailleurs. Bon. Ça a eu trois effets. Le premier, c'est que chacun peut être relié à tout le monde. Et donc, on peut, comme on l'espérait avec l'invention de la vitesse, multiplier les contacts et donc les relations possibles. Donc, bravo, fantastique, la communication. Sauf que Roméo et Juliette savent bien que faire la différence entre être en relation par Skype et entre en relation sur un banc public, pas tout à fait pareil. On voit bien que l'espace, là, et la mise en présence, c'est tout un sujet. Deuxième conséquence, la généralisation de la présence partielle. Je suis avec toi et en même temps avec cet autre qui m'oblige à répondre tout de suite à son SMS et donc à m'absenter par la pensée. Vous avez tous fait l'expérience de ça. Avant, on appelait ça une distraction parce qu'on pensait, mais on n'avait pas l'outil pour faire le message. Maintenant, on peut même parler à quelqu'un en faisant semblant d'être là. Et donc, cette présence partielle à l'espace introduit aussi une pratique différente de l'espace. Et puis, vous savez, quand on travaille sur l'espace et qu'on pense à 1001 détails pour que les gens soient bien et qu'on les voit avancer dans le truc en regardant leur iPhone et le petit point bleu qui est censé représenter leur position pour arriver à leur but, on est très humilié, quoi. Mais le petit point bleu est sympathique. Mais voilà. Et donc, troisième conséquence, très importante, chacun peut tout faire partout. C'est-à-dire que je peux parler à distance, on le savait, acheter à distance, jouer à distance, écrire, m'instruire. Et donc, je peux vivre en mouvement comme si je n'étais pas en mouvement. Et donc, le temps de chacun est de nouveau unifié et non plus coupé entre le temps où il bouge et le temps où il ne bouge pas. Du coup, l'espace des villes peut être habité autrement. Et partout où on peut s'arrêter, eh bien, on peut installer l'espace des hommes pour qu'ils puissent en faire l'instrument de leur relation. Et spécifiquement pour notre époque, où on peut tout faire partout. Starbucks avait pensé ça dès les années 2000, en inventant ces espèces de bars, salons, Wi-Fi, etc. Voilà. Et voilà, les gares, les églises, etc., c'est des endroits de relations, de coworking, etc. Mais ces espaces-là, il faut sans doute les penser aussi pour notre époque. C'est-à-dire que, par exemple, l'époque est marquée par l'éphémère. Tout est jetable, tout passe, tout casse, etc. L'espace de la relation, lui, cette relation fondatrice, l'espace où circulaient les géants du Havre dans l'enfance de Ganuel d'Abbeville,
cet espace-là est un espace de pérennité qui rassure et qui doit être impressionné par l'histoire. Deuxièmement, notre époque est marquée par l'instantané. L'instantané, il faut tout de suite, tout le temps, etc. Donc, la composition de l'espace, lui, peut être marquée plutôt par la pérennité, par la durée, par le long, le lent. Voilà. Et puis, dans cet espace où on croit qu'on est en relation alors qu'on n'est qu'en communication, il faut permettre l'expression de la présence de l'autre. La lumière sur les visages, la sonorité du volume, le lisse, le doux, le rugueux. Construire pour les corps et pour les sens, c'est encore plus essentiel dans une société qui pourrait faire croire que nos yeux, nos oreilles, notre nez ne nous sont plus utiles. Voilà 3 repères, l'espace, la ville, les nouvelles pratiques. Pour finir, 2 remarques. Je finis d'abord par un pape, parce que ça se fait, d'après ce que j'ai compris. Guénel a cité le pape François. Je voudrais attirer votre attention sur ce qu'a fait Jean-Paul II. Jean-Paul II a eu une intuition fulgurante en affirmant que la communauté des hommes n'est réelle que réunie par l'espace. Et il a voyagé et il a inventé les Journées mondiales de la jeunesse, ces grands rassemblements d'églises dans un espace donné. Et ces grands rassemblements relèvent bien de la conviction que c'est la rencontre dans l'espace et dans le temps d'une communauté qui la révèle à elle-même et en même temps qui la constitue. C'est-à-dire que les gens qui se sont rassemblés à Rome, à Madrid, à Rio, ont constitué en ces lieux des communautés, ils ont fait corps. Et ces corps de pierre vivante, quand Jean-Paul II est venu à Paris en 97, il avait dit « ce rassemblement, c'est le rassemblement des pierres vivantes qui font l'Église ». Je vous garantis que quand les jeunes ont quitté Longchamp, les pierres n'étaient pas là, mais ces pierres étaient reparties construire à nouveau, être les pierres de fondation d'autres communautés à travers le monde. Donc le rassemblement dans l'espace et dans le temps, c'est l'incarnation, non seulement de chaque individu, mais de la communauté qu'il forme, et notamment du corps du Christ, à entendre Jean-Paul II. Et puis une deuxième remarque aussi, puisqu'on cite l'Ancien Testament, tous les deux aussi, il faut que vous relisiez absolument le livre de Jonas, parce que en fait, on est aujourd'hui un peu à Ninive. À Ninive. Vous savez, Ninive, c'est la ville des gens qui ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche. C'est assez actuel. C'est ce qu'on pourrait appeler la ville des insensés. N'est-ce pas ? Il y a eu Babel, qui était la ville des associés. Et pour que ce soit une vraie ville, on met la différence, que disait Guénel. Sodome, qui était la ville des jouisseurs. Et Ninive, c'est la ville des associés. Et elle est récupérée par Jonas, parce que Jonas rappelle à ses habitants le sens de leur vie, un peu brutalement. Et Jésus, quand on lui demande un signe, d'ailleurs, répond « Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas ». Et il ajoute, de même que Jonas a été, enfin dans l'une des versions, parce qu'il y a 3 versions, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Et cette génération, 2%, 3%, 40%, 60%, c'est la génération urbaine. Donc c'est la nôtre. À nous de jouer. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Jean-Marie Dutilleul pour ces réflexions qui rejoignent et qui complètent, qui enrichissent celles que nous avons déjà entendues tout à l'heure. On a assurément deux intervenants ce soir qui sont qui ont peut-être à peu près la même vision de cette ville moderne. Alors, il nous reste peu de temps, mais je vous poserai une question assez brève, assez simple, en vous invitant peut-être à y réagir chacun avec votre expérience de terrain. Finalement, ce que nous enseignent vos 2 interventions, c'est que des lieux de la ville moderne qui peuvent être présentés comme des lieux par excellence d'une fluidité qui dissout, de l'anonymat, de l'obstacle à la communauté, peuvent être au contraire perçus comme des lieux de relation. Alors vous avez cité
l'un et l'autre l'exemple des gares qui, voilà, par rapport au discours qu'on est habitué à entendre sur la ville liquide, en quelque sorte, voilà, c'est un exemple qui peut nous surprendre. Alors, est-ce que vous avez peut-être, dans votre expérience, chacun d'architecte, d'urbaniste, des exemples de solutions, en fait, qui sont utilisées pour précisément refaire de ces espaces des espaces communs? Les gares. Les gares ou un autre lieu de votre choix. Non, mais dans ce dispositif de réseau qui ont été tracés en tous sens dans la ville, il y a un endroit particulier qui est les points de convergence de ces réseaux. Parce que pour aller d'une ville à l'autre, il y a un moyen qui est le train, n'est-ce pas? Et tous les réseaux convergent sur la gare. Donc la gare se trouve à une distance temps, finalement, assez proche de beaucoup d'endroits de ces mégapoles. Voilà. Et donc, voilà, Châtelet, les Halles, c'est à 10 minutes de Saint-Denis, quoi. Voilà, mais aussi, c'est à 10 minutes d'Arcueil. Voilà. Donc, c'est des carrefours. Des carrefours, donc on peut y voir pendant un temps, le temps du transit, là, les urbanistes se sont dit, c'est juste un lieu où on passe d'un mode à l'autre, pif, et on repart, voilà. Et puis en fait, on s'est aperçu que ces gares étaient des lieux de rencontres réelles, dans ce monde réel, et de rencontres de toutes les personnes qui font la ville, les riches, les pauvres. Le train, il part à 17h32, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Une espèce d'égalité comme ça. Il y a une espèce d'égalité devant l'angoisse, d'ailleurs. Vais-je avoir mon train, voilà, ou est-ce le bon train? Donc une espèce d'état psychologique aussi fragile qui fait que je m'adresse à mon voisin pour lui dire c'est bien le train pour Romorantin, s'il vous plaît. Voilà. Et donc on s'est attaché à faire de ces lieux des lieux de mise en scène des gens, de mise en scène des foules, et des lieux où on pouvait non seulement aller vite, mais aussi aller lentement, mais aussi s'arrêter pour s'embrasser, par exemple. Dans les gares, c'est sans doute le lieu où on s'embrasse le plus dans une ville. Il n'y a pas de lieu où la densité de baisers est si forte, n'est-ce pas? Avec une impudeur, d'ailleurs, sur les quais, qui c'est incroyable, quoi. Et donc, il faut un espace pour ça, bien conçu, qui met en scène les corps, par exemple, avec des sols clairs, qui les éclairent par le bas, avec des sons un peu assourdis, etc. Donc, tout le travail sur ces lieux-là, c'est un travail autour de la personne humaine et de sa mise en scène pour que l'autre la voie d'une façon positive, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Gwenaëlle Daboville, je ne sais pas si vous avez des éléments à ajouter sur les gares ou sur un autre espace commun de la ville. On a un sujet qui nous rassemble, Jean-Marie Dutilleul et moi, en ce moment, parce que Jean-Marie Dutilleul va construire plusieurs des gares du Grand Paris Express, qui est en train en ce moment, d'être creusé. Et moi, je travaille sur les espaces publics qui vont être aménagés autour de ces gares-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Marie Dutilleul sur ce qui peut permettre de faire des gares, par exemple, des lieux importants. La lenteur, c'est important. Comment est-ce qu'on n'est pas que dans une gestion du flux? C'est pas que une histoire de flipper, quoi, où il faut que chaque bille puisse aller de manière très fluide et rapide, efficace. Lutter contre ceux qui vont souhaiter faire de ces gares des espaces marchands et donc diriger les flux d'abord pour que ces flux passent devant des magasins. Ça, c'est un travail pour lequel il faut être un peu costaud. Mais je crois aussi que la capacité de nos villes à proposer des espaces publics qui soient vraiment des espaces faits pour accueillir chacun d'entre nous, mais aussi nous permettre de nous rassembler, aussi nous permettre de venir sans qu'on ait un train à prendre. Par exemple, la gare, c'est un lieu où viennent des gens qui n'ont pas de train à prendre parce que ça leur fait du bien de voir d'autres êtres humains, parce qu'ils ont froid et que dans des gares, il y a des lieux où on peut avoir chaud, parce qu'on se donne rendez-vous là. Moi, je vais travailler gare de Lyon très souvent sans avoir de train à prendre. C'est pratique pour rencontrer des collègues. Donc,
comment est-ce qu'on permet d'autres usages que simplement le flux, que simplement la consommation, la question de la lenteur, la question de la gratuité, mais aussi cet enjeu énorme des espaces publics pour qu'on ne soit pas uniquement dans une logique technicienne. Alors ça, c'est vraiment le risque du monde de l'urbanisme qui tire une partie de son héritage du monde des ingénieurs. Mais comment est-ce qu'on permet aussi que cet espace soit accueillant? Est-ce que la station de bus peut être un tout petit peu plus loin pour que la marche puisse nous permettre de voir un horizon, de découvrir dans quelle ville on est, peut-être de franchir la rue et d'aller s'installer dans un café, d'y faire une rencontre, d'échanger avec des gens qui vivent sur place, de découvrir qu'en fait... se Sevran-Livry, c'est pas si terrible que ça, et peut-être que même on aurait intérêt à découvrir. Voilà, tout ça, la générosité de cet espace-là, qui n'est pas seulement un espace fonctionnel et qui n'est pas un espace seulement qui cherche à se prémunir de ce qui pourrait mal se passer. Ça, c'est ce pourquoi on travaille en ce moment beaucoup. Vous savez qu'il existe un combat extrêmement simple qui consiste à dire on va quand même mettre des bancs, même si potentiellement quelqu'un s'allongera dessus. Mais voilà, c'est des choses simples. L'urbanisme, c'est un métier qui travaille. Est-ce que le sol est plan? Est-ce qu'il me permet de comprendre intuitivement avec mon corps la dimension qui s'offre à moi? Est-ce que le banc est agréable? Est-ce que je peux voir plus loin et comprendre que je suis peut-être invitée là-bas? Est-ce que je suis éclairée? Est-ce que je suis à l'ombre d'un arbre? Qui sont très importantes pour nos villes de plus en plus. Donc, il y a une délicatesse en fait des solutions qu'on va mettre en œuvre, qui vont pas seulement raconter vite, va prendre ton bus, t'inquiète pas, il y aura jamais aucun clochard, et si une voiture bélier arrive, tu seras défendu, mais qui racontent aussi la possibilité de la rencontre. Charge à nous de s'y aventurer. Voilà, ça c'est un travail qui va se jouer dans des choses très précises. La dimension des dalles, la nature des matériaux, le positionnement d'un banc, la possibilité de le déplacer. Est-ce qu'on laisse Île-de-France Mobilité installer son arrêt de bus exactement à la sortie de la gare, ou est-ce qu'on accepte de dilater un peu cet espace-là? Voilà. On travaille sur des petites choses, des choses très concrètes, mais il y a des configurations spatiales qui permettent la rencontre, et c'est ça qu'on essaye de fabriquer sur les espaces publics d'autant plus. Bien, merci beaucoup à nos deux intervenants de ce soir. Merci aussi à nos auditeurs de KTO. Nous vous donnons rendez-vous pour donc la dernière séance de l'Observatoire de la modernité, en tout cas pour cette année. Donc cette séance aura lieu le 13 mai prochain autour d'une nouvelle question, donc la toile numérique tisse-t-elle des liens? Merci à vous tous.